Mon papa m'a dit au téléphone que ma maman est décédée et qu'il était à la Quintini, à la morgue de la Quintini, et qu'il venait de déposer son corps à la morgue. Il me l'a dit de façon brutale, de façon sans me préparer, sans rien. Et le téléphone que j'avais à main est tombé. Ma cousine m'a entendu crier, elle est venue, elle m'a retenue. Perdre sa mère quand on est encore jeune, c'est vivre une fracture identitaire bien avant d'avoir eu le temps de se construire. Une mère, c'est le tout premier miroir, la première sécurité affective, celle qui va donner une forme au monde intérieur de l'enfant. Lorsque cette présence disparaît beaucoup trop tôt et que le parent restant n'endosse pas tout à fait le rôle de continuité émotionnelle et éducative, il y a quelque chose qui peut se figer. L'enfant n'a plus de repères pour apprendre à se contenir, à se rassurer et à se définir. Dans ce Mental Talk, nous allons aborder avec Edwige cette réalité trop peu dite, celle des enfants ou des jeunes adultes qui ont perdu leur mère très tôt. Ces jeunes-là qui devront apprendre tout seuls à se reconstruire autour d'un vide que rien ne pourra plus jamais combler. Écoutez attentivement ce témoignage et je vous retrouve à la fin de la vidéo pour quelques conseils pratiques. J'obtiens mon examen en 2003, un examen qui était très déterminant pour ma vie, pour la suite de mes projets et tout le reste. Quand je l'obtiens, ma maman est déjà très malade. Elle est malade, mais comme toute jeune fille aînée d'une famille de 10, on n'a pas le sentiment que maman peut nous quitter à tout moment. J'étais très jeune, plein d'avenir. Je n'étais pas soucieuse d'autre chose que me concentrer sur mes études, sur mes projets de vie. Et justement, c'était l'orientation que maman et moi, on partageait. Il fallait que je me concentre sur mes études. Quand vous avez une maman qui tout le temps vous dit il faudrait que tu te concentres, c'est-à-dire qu'au-delà de sa maladie, je ne perdais pas de vue le fait qu'il fallait absolument que je réalise mes projets de vie. Donc, quand maman était malade, pour moi, c'était quelque chose qui allait passer à tout moment. C'est-à-dire qu'elle allait sortir de l'hôpital, elle allait guérir et ça n'allait rien changer. Donc, en août 2003, ma maman sort de l'hôpital. Non, c'était en juillet. Ma maman sort de l'hôpital. Pour moi, elle a guéri. J'ai mon examen. Il est question que j'aille dans la ville de Yaoundé parce qu'on vit dans la ville de Douala. Il est question que j'aille dans la ville de Yaoundé rencontrer un oncle avec qui on devait parler de la suite de mon projet de vie. Donc, quand maman sort de l'hôpital, pour moi, elle est guérie. 2 jours après, il est question que je voyage. Mon papa m'appelle et il me dit annule ton voyage parce que ta maman n'est pas bien. Je ne comprends pas. Quand il me dit ça, je dis mais comment ça? Elle est sortie de l'hôpital. Pour moi, maman est sortie de l'hôpital et elle est juste en phase de convalescence. Donc je vais voir maman, je lui dis papa m'a dit de ne plus voyager par rapport à ce qu'on avait causé. Qu'est-ce que je fais? Parce que papa m'a dit de ne plus voyager. Il me dit comment il peut dire ça? Non, il ne peut pas dire ça. Tu ne peux pas gâcher ton avenir parce que je ne suis pas en santé. Je suis déjà sortie de l'hôpital, ça va aller. Donc, elle me dit, pour moi, tu pars. Je lui dis, mais maman, je ne peux pas partir si je n'ai pas de transport. Elle était allongée sur son lit. Elle a envoyé la main sous son oreiller. Elle a sorti de l'argent qu'elle m'a remis. Et elle m'a dit, vas-y, quand ton père va rentrer, je vais lui expliquer. Donc, j'ai voyagé. Papa étant déjà allé au travail. J'ai voyagé. Je suis allée rencontrer mon oncle. On était mardi. On avait donné les résultats pour l'examen que j'attendais le samedi, qui avait été positif. Et j'ai voyagé le mardi. Quand papa est rentré, il a trouvé que je n'étais pas là. Mais pour moi, maman devait discuter avec lui. Donc, je n'étais pas soucieuse de s'il y avait un problème autre ou pas. Quand je partais déjà, elle m'avait dit, quand tu voyages, rentre samedi, ne rentre pas dimanche. Parce que si tu rentres dimanche, on aura les problèmes. Je lui ai dit, non, maman, je vais rentrer samedi. Donc, j'ai voyagé le mardi. Dans la nuit de samedi à dimanche, quand je dormais,
je fais un rêve. Je rêve que ma maman est décédée et que, comme elle était internée au service oncologique de l'hôpital à Kensigny, dans sa chambre d'hôpital, quand elle était internée, la période où elle était internée, il y avait eu sa voisine de lit qui était décédée la période où elle était internée et on l'avait mis sur le brancard et on avait poussé. Donc, dans le rêve, j'ai l'impression que ma maman est décédée. Je rêve et je vois que ma maman est décédée et on l'a allongée sur le même lit que j'avais vu et on est en train de pousser son corps pour la morgue. Le rêve me fait peur, je me lève le matin, je décide de tout faire pour prendre le premier bus de garantie. Donc à 4 heures, j'étais debout, je m'apprête et ma cousine avec qui j'étais, qui est décédée après, paix à son âme, me demande si elle va devoir m'accompagner. J'ai dit qu'il n'y a pas de souci. Donc pendant que nous sommes en train de discuter, son téléphone à elle sonne. Il était un truc comme 5 heures du matin, 5h30. Son téléphone à elle sonne et elle crie. Mais quand elle crie, je n'ai pas entendu la conversation. Ce qu'on lui a dit, je lui demande ce qui ne va pas. Elle me dit qu'il y a une de ses amies qui est décédée à Douala et que peut-être elle voyagera avec moi. Je lui dis, ah bon? Et puis on discute de ça, je continue à m'apprêter. Quand il était 6 heures, j'étais encore là, 6h30, j'étais encore là, on tournait un peu là. On avait une sorte de... Elle me disait, attends, peut-être on va partir ensemble et tout. On tournait là. Je décide d'aller appeler mon père parce que le rêve que j'ai fait la nuit me revient. Et j'essaye de faire le lien avec la discussion de ma cousine. Je me dis, peut-être que ma cousine, je peux faire ça, que peut-être ma maman est décédée. Qu'est-ce qui se passe? En fait, j'avais un pressentiment, en fait. Donc, où on vivait, il y avait un monsieur qui faisait le call box à côté. Je suis allée chez le monsieur. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé mon papa. Et là, mon papa m'a dit au téléphone que ma maman était décédée et qu'il était à la Kentigny, à la morgue de la Kentigny, et qu'il venait de déposer son corps à la morgue. Il me l'a dit de façon brutale, de façon sans me préparer, sans rien. Et le téléphone que j'avais à main est tombé. Ma cousine m'a entendu crier, elle est venue, elle m'a retenue. Et finalement, nous avons fait le voyage ensemble pour Douala. Donc, quand nous sommes arrivés sur Douala, pendant tout le voyage, j'avais mon cerveau qui refoulait en fait la nouvelle. Il y avait une partie de moi qui me disait non, peut-être papa ment, peut-être le fait que j'étais partie sur Yaoundé sans lui dire au revoir, peut-être il veut me faire mal, peut-être que... Parce que je ne comprenais pas trop, j'arrivais pas à faire le lien entre le moment où je suis partie, qu'est-ce qui s'est passé, je me posais 1000 questions. Donc quand j'arrive sur Douala, j'arrive chez nous et que je vois le monde dans la cour, je me suis écroulée. Donc, voilà les derniers moments que j'ai passés avec ma maman avant qu'elle ne décède. Quand je suis revenue sur Douala, ce n'était pas facile. Étant l'aînée de beaucoup, la petite dernière avait à peine 8 ans et était très souvent très malade. Honnêtement, j'étais une jeune fille insouciante de tout ce qui était responsabilité, peut-être en tant qu'aînée par rapport à ses cadets et tout, parce que ma mère était là. Ma maman, même avec moi qui étais l'aînée, il y avait des jours où je revenais des classes, parfois je trouvais qu'elle a rangé ma chambre, elle a retiré mes vêtements sales, elle a fait laver. C'est-à-dire que j'étais prise en compte comme la petite dernière, c'est-à-dire elle jouait vraiment son rôle de maman, comme une maman devrait le faire, sans me charger, moi, peut-être d'un rôle quelconque. Donc je me retrouve aînée de plusieurs, avec la petite dernière qui a à peine 8 ans. Dans la cour du deuil, j'entends les gens dire des choses, des gens parler de ma petite sœur et de celle qui la suivait, qu'elle suivait, et de celle qu'elle suivait qui avait 12 ans. Les gens parlaient, les gens disaient comment est-ce que les enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir, leur maman est partie, leur sœur, elle est souvent insouciante, est-ce qu'elle va s'en occuper, est-ce qu'elle va pouvoir s'en sortir. Les gens disaient tellement de choses dans la cour que ça m'a fait
l'effet d'une bombe. J'ai eu le sentiment d'avoir complètement changé. Ça s'est fait comme par magie. Complètement changé. J'ai commencé à... J'ai porté l'armure, une armure de maman que je traîne jusqu'à aujourd'hui. J'ai porté une armure qui n'était pas prévue. J'ai commencé à regarder ma petite sœur, regarder les autres et me dire qu'est-ce qu'on va devenir? Sans notre maman, qu'est-ce qu'on va devenir? Pendant la période du deuil, les choses se sont faites. Je viens d'un village où papa ne nous a pas familiarisés avec son village, bien qu'il avait construit là-bas, parce que pour lui, c'était une façon à lui de nous protéger. Notre papa a fait 15 ans de mariage avant d'avoir un enfant qui était moi. D'où vous comprenez que j'ai grandi étant entourée d'amour. Donc, je me retrouve dans une situation où je dois jouer un rôle auquel je ne suis pas préparée. Donc, quand on va au deuil, à l'enterrement de notre maman, à peine on avait mis le corps de notre maman au sol, notre père nous a fait partir. Il nous a fait rentrer. Pour lui, c'était sa façon de nous protéger parce qu'il disait qu'il y a les sorciers et tout. On peut porter atteinte à notre vie. Donc, il nous a fait tout de suite rentrer. Il ne nous a pas laissé prendre du temps, faire le deuil comme ça se doit, faire tous les rituels qu'il fallait faire pour vraiment dire au revoir à notre mère. C'est-à-dire qu'on était encore en train de verser la terre sur sa tombe qu'il a demandé qu'on nous amène. Donc, nous sommes rentrés le même samedi où on a enterré notre maman. Nous, les enfants, on nous a fait rentrer sur Douala. Quand papa est revenu, à ce moment, je n'ai pas encore pris conscience que mon projet pour Yaoundé est annulé. Quand papa est revenu du deuil une semaine après, on nous a rasés. Je crois que c'est le seul rituel qui concerne nous, les deuils, qui a été fait sur nous. On nous a rasés. Et 2 jours après, papa m'a appelé dans sa chambre et il m'a dit, ça a été la conversation la plus difficile à encaisser, mais je pense qu'il avait raison. Il avait sûrement raison. Il m'a dit, ta maman est partie, tu ne peux pas poursuivre le projet pour lequel tu allais sur Yaoundé parce que tes cadets se retrouvent aujourd'hui sans elle et ils n'ont que toi. Il va falloir que tu repenses tes projets, il va falloir que tu choisisses autre chose à faire. Ça a été la première décision la plus difficile à encaisser après son décès. Parce que pour une enfant qui, depuis ses débuts à l'école, a un rêve, qui se voit ce rêve brisé en l'espace de 3 semaines, en quelques jours, ce rêve se brisait complètement, c'était quand même dur à encaisser. J'ai pris du temps, 2-3 jours pour réfléchir et j'ai compris que papa avait raison. Ma petite sœur, la petite dernière, comme je disais, était régulièrement malade. En cette période-là, justement, elle était malade. Il fallait s'occuper d'elle, il fallait prendre soin d'elle. Et j'ai réalisé que j'étais devenue la mère de mes cadets, en fait. Je devais oublier mes projets. Je devais oublier mes envies. Je devais oublier que quelqu'un devait me demander le matin comment j'allais. Et être celle qui allait être auprès de mes cadets pour leur dire comment vous allez, qu'est-ce que tu as mangé, demander à ma petite sœur qu'est-ce que tu veux pour le goûter, pour l'école, comment est-ce que tu veux t'habiller, s'il y a un anniversaire, est-ce que tu peux faire comme ça, il faut que tu te coiffes. Moi, à qui la mère disait, va te coiffer, va te doucher, va faire ci, va faire ça, c'était à moi aujourd'hui, en moins d'1 mois, de jouer ce rôle-là sans être préparé à ça, face à cette situation. J'ai dû prendre sur moi, m'oublier complètement et jouer ce rôle-là. Vous savez, dans une vie de couple, surtout pour nos parents, je parle de la génération qui était avant nous, les papas, en général, se battaient beaucoup plus sur le plan financier, c'est-à-dire que résoudre les problèmes financiers,
si quelqu'un est malade, se battre à son travail pour que tout le monde soit bien. C'était leur façon à eux de montrer de l'amour pour leur famille. Et les mamans étaient beaucoup plus à l'écoute, les mamans étaient beaucoup plus celles vers qui les enfants vont quand ils ont peut-être un problème social ou un problème familial et autres. Donc, lorsque une maman qui était proche de ses enfants s'en va et que le père, lui, est un papa qui est beaucoup plus porté dans euh, fi- euh, son rôle de financier, c'est-à-dire que celui qui apporte et tout, et qui n'est pas à l'écoute. Un papa qui ne sait pas, par exemple, je ne dis pas ça pour dénigrer mon papa, hein, parce qu'il avait sa façon à lui de nous aimer. Il nous aimait énormément, je le précise également. Sauf que cette façon de gérer les couples, comme nos parents le faisaient, n'est pas très adéquate dans le sens où lorsque c'est la maman qui part, celle qui est proche des enfants, celle qui est à l'écoute, celle qui discute des projets de vie avec les enfants, et même si c'est papa qui finance tout, lorsque ce pilier-là s'en va, on se sent complètement perdu. On se sent complètement désorienté. On n'a pas la facilité à aller vers papa, puisqu'on n'a pas eu cette culture-là d'aller vers papa et lui dire, papa, je veux faire ça. Papa, est-ce qu'on peut discuter par rapport à telle situation? Donc, ça a été hyper compliqué. Papa a eu sa façon à lui de faire le deuil. C'est-à-dire que pour lui, il fallait qu'il s'arrange, qu'on ne manque pas à manger, qu'on ne manque pas si on est malade. C'est-à-dire que continuer dans ce rôle-là. Mais il n'a pas compris qu'en fait, moi, nous les enfants, parce que je ne vais pas seulement dire moi, je parle pour moi, j'avais perdu ma mère qui était comme un pilier, qui était le guide et que j'avais besoin d'un papa, de lui en fait, pour davantage être mon guide, mais pas celui qui allait simplement venir me dire oublie tes projets, concentre-toi, aujourd'hui ta maman est partie, il va falloir que tu t'occupes de tes cadets. J'avais besoin de quelqu'un qui va être auprès de moi et me dire, OK, ma fille, ta mère est partie, tu penses qu'on peut faire comment? C'est-à-dire que je sente que papa m'implique et qu'il s'implique également dans un quelconque choix que j'aurais dû faire. Je n'ai pas eu ça. J'ai dû m'appuyer sur des amis que j'avais à l'époque, qui sont bien évidemment mes amis toujours aujourd'hui. J'ai dû m'appuyer sur eux, prendre conseil auprès d'eux concernant l'orientation que je devais prendre. Orientation qui ne m'a pas vraiment servi à grand-chose, puisque aujourd'hui, je ne fais pas dans la formation que j'ai faite après. Et je suis restée celle que je devais être, c'est-à-dire que la mère de mes cadets. Je suis restée celle qui devait plutôt être auprès d'eux et demander l'orientation qu'eux, ils voulaient, écouter leurs projets de vie, les accompagner. Je me suis complètement oubliée. Je n'étais plus celle vers qui on venait demander comment j'allais. C'était à moi de le faire, en fait. Donc, ce que je peux donner comme conseil aujourd'hui aux parents, à nous qui sommes jeunes parents aujourd'hui, lorsqu'on commence à faire des enfants, on ne devrait pas laisser la responsabilité, pas seulement financière, c'est-à-dire que on ne devrait pas, le père assume peut-être du côté financier. Aujourd'hui même, il y a des mamans qui assument. Dans un couple, les papas devraient être autant proches de leurs enfants que les mamans. Parce qu'on ne sait pas qui part en premier. On ne sait pas qui part et quand il part. Donc, les parents devraient être proches de leurs enfants, que ce soit l'homme ou la femme, devraient discuter avec leurs enfants, devraient prendre du temps pour leurs enfants. Au-delà de leur pression professionnelle, ils devraient prendre le temps de discuter avec leurs enfants. Parce qu'une situation comme celle-là, lorsque le père n'est pas proche et que c'est la mère qui s'en va, les enfants sont complètement perdus. Vous pouvez avoir gagné des millions, des milliards, à partir du moment où vous ne partagez pas des moments de discussion, des moments d'écoute avec les enfants, et qu'il y a un seul des deux parents qui le fait. À partir du moment où c'est ce parent-là qui est le pilier et le guide, sur ce plan s'en va. Tout ce que vous pouvez gagner, c'est des enfants qui seront complètement égarés, ou bien une personne comme moi qui devra briser ses rêves, briser ses projets de vie
pour pouvoir s'occuper de ses cadets. Le départ de ma maman, 1 an après, j'ai rencontré quelqu'un. J'ai rencontré quelqu'un qui était comme, je peux dire que c'est peut-être Dieu qui l'avait envoyé sur mon chemin parce que à peine on s'était connus, à peine il a demandé ma main, j'ai accepté et on s'est mariés. Cette personne a été celui qui m'a, je ne vais pas dire rempli le vide que j'avais en moi, mais il m'a accompagné dans cette charge que j'avais et il continue de le faire jusqu'à aujourd'hui. Mais ça reste néanmoins difficile. Ça reste néanmoins difficile parce que lorsque vous vous mariez et des moments où vous avez envie de partager avec votre mère, elle n'est pas là. Vous voyez par exemple vos amis qui partagent des moments particuliers, des moments où vous avez besoin qu'une maman soit auprès de vous et votre mère n'est pas là. Quand j'ai fait ma première fille, j'ai eu ma première fille en 2005, mon premier bébé. Pour toute jeune fille, elle aimerait que sa mère soit là pour la guider, pour lui dire comment faire, pour partager ses moments avec elle. C'est des choses qu'on ne reçoit pas généralement de formation avant. Généralement, ce qu'on apprend, c'est en le vivant. Et à ces moments-là, ma maman m'a fortement manqué. Ma maman m'a fortement manqué. Quand mon bébé était malade, j'ai une fille qui était tellement... Donc l'enfant était malade et comme je disais, elle m'a tellement manqué cette période-là particulièrement que j'ai fait un rêve et je l'ai vu et ça m'avait beaucoup réconforté. Des choses que je retiens en fait, des choses que quand je pense à ma mère, je dis ok, elle m'a donné des atouts et des armes. Parce qu'au départ, je ne comprenais pas que j'avais les armes, j'avais les atouts. En fait, c'est que quand je me retrouve face à quelqu'un et que la personne a peut-être une attitude que je ne comprends pas, offensante ou agressive ou peu importe, une attitude qui n'est pas correcte, j'arrive à percevoir, j'arrive à me poser des questions, j'arrive à chercher à savoir pourquoi la personne réagit ainsi. Et j'arrive à comprendre qu'en fait, il y a des attitudes que des personnes posent qui viennent de leur background. C'est-à-dire que de la façon dont ils ont grandi, de la façon dont ils ont eu leur enfance qui a forgé ce qu'ils sont aujourd'hui. Parce que j'avais un papa qui était assez rigoureux. Et comme je disais tantôt, le fait qu'il était assez rigoureux faisait en sorte qu'on n'était pas très proche, à part tout ce qui est nécessaire en ce qui concerne le côté financier et tout. C'était sa façon à lui, hein. Je ne dis pas qu'il était méchant, c'était sa façon à lui de nous apporter son amour, mais le fait qu'il était hyper rigoureux, il pouvait arriver des périodes où on faisait même 1 semaine sans se parler. Et il y a une phrase que ma maman me disait toujours qui m'a aidée, qui m'a servi et qui continue aujourd'hui de me servir et de me permettre de comprendre les gens, de comprendre leur attitude et de pouvoir forger mes relations à moi. Et cette phrase-là, c'était que ton père, il ne sait pas ce qu'il fait. En fait, il n'a pas reçu ça en grandissant. Donc, il ne peut pas te transmettre autre chose que ce que lui, il a reçu. Donc, il faut comprendre, il faut le comprendre, apprendre à le comprendre. Et ça n'a rien à voir avec l'amour qu'il te porte. Donc, il faut toujours pouvoir dissocier l'amour que quelqu'un te porte de certains actes qu'il pose. Toujours chercher à comprendre pourquoi est-ce que quelqu'un a une certaine attitude vis-à-vis de toi. Et ça m'a aidé. Ça m'a aidé dans les relations avec les uns, avec les autres. Et à chaque fois que je suis face à ce genre de situation, ma mère est présente. J'ai l'impression de l'entendre me dire, ne le juge pas. Est-ce que tu sais comment il a grandi? Est-ce que ne le juge pas? Est-ce que tu penses qu'il sait comment s'exprimer autrement que ça? Peut-être qu'il ne sait pas, donc il ne faut pas lui tenir rigueur par rapport à ça. Donc ça, c'est une des choses. La deuxième chose, c'est que je pense que c'était la voie que je devais prendre.
tout simplement. C'était la voie que je devais prendre. Ça a été difficile, mais ça a fait la personne que je suis aujourd'hui. Et peut-être que Dieu avait voulu que ça se passe ainsi pour me forger, pour faire en sorte que je devienne la femme téméraire, la femme compréhensive, la femme qui peut apporter autant d'amour pour ses cadets. C'était le rôle que j'avais sûrement à jouer dans cette vie. Je pense que le deuil, c'est quelque chose qu'on ne, qu'on ne fait pas en tant que tel. C'est-à-dire que quand tu perds un être cher, un être qui était aussi proche de toi, comme l'a été ma maman, on ne fait jamais vraiment son deuil. On apprend juste à vivre avec, on apprend à vivre sans elle et on retient juste du positif. On avance chaque jour, mais on ne fait jamais vraiment son deuil. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas dire que j'ai fait le deuil de ma maman. Elle est là, elle est présente dans des choix que je fais et dans des actions que je pose qui me rappellent elle. Donc, c'est comme ça. Et la phrase que je peux retenir, justement, comme je le disais tantôt, c'est cette phrase où elle me disait de toujours chercher à comprendre le background des personnes qui sont en face de moi avant de les juger ou avant de prendre une quelconque décision par rapport à ces personnes-là. Voilà. Donc, si maman était auprès de moi là, c'est-à-dire elle arrive là, je lui dis, maman, je t'aime et le fait que tu sois partie m'a forgé et a fait de moi la femme forte que je suis. Voilà. Après C'est ce que je... plusieurs années d'accompagnement, je peux vous dire qu'on se remet rarement de la perte d'un être cher. On apprend simplement à vivre avec, surtout quand il s'agit d'un parent avec qui on avait des liens très forts. On fait face au manque, on développe une sorte de présence intérieure pour pouvoir tenir le coup. Mais lorsque l'enfant a également dû assumer trop tôt un rôle parental auquel il n'était pas préparé, alors sa blessure peut être double. Il doit à la fois faire le deuil de son parent disparu, mais également faire le deuil de son enfance ou de son adolescence. Il va falloir devenir parent à la place du parent qui est parti. Donc, on va peut-être quitter du rôle de grande sœur à celui de parent, comme Edwige l'a bien défini. À travers ce témoignage, la leçon à tirer, c'est que même quand vous êtes avec votre partenaire, il est important de vous intéresser à ses responsabilités. Qu'est-ce que votre épouse fait pour les enfants? Qu'est-ce que vous, en tant que mari, vous faites également pour les enfants? Parce qu'on ne sait jamais qui partira avant l'autre. Et c'est important de se retrouver avec suffisamment de ressources et de repères si jamais l'autre partenaire s'en va. J'ai déjà vu des femmes qui, après le décès de leur mari, me disent « Je ne sais même pas comment ils faisaient pour payer les études des enfants. Je ne sais pas où se trouvent les comptes bancaires. Je ne sais même pas comment y accéder. » Ou alors des hommes qui se retrouvent désemparés avec plusieurs enfants après le décès subi de leur épouse. Ils ne savent pas comment en prendre soin. Ils ne savent pas comment était le suivi académique. Ils avaient fait un partage de rôle qui était tellement hermétique que le parent restant a beaucoup du mal à assumer la continuité du rôle du parent qui est parti. Donc faites attention à vous qui êtes parents aujourd'hui. Partagez avec votre conjoint et avec votre conjointe quelles sont les différentes tâches que vous accomplissez pour les enfants. Ce n'est pas du tout évident parce que quand vous le faites, vous vous dites que oui, mais il le sait ou elle le sait, pas du tout. Essayez de ne pas être là pour quelques semaines ou pour quelques mois. Vous allez vous rendre compte que l'autre parent ne sait pas toujours qu'est-ce qu'il y a à faire. Vous voyez donc que quand un décès survient brusquement, c'est parfois la panique, la catastrophe. Toutefois, c'est aussi dans ces histoires que naissent souvent les plus grandes forces. Ces enfants-là devenus adultes qui vont développer une maturité affective, une empathie et une résilience extraordinaires. Ils vont apprendre à se donner eux-mêmes ce qu'ils n'ont pas eu. Ils vont apprendre à devenir parents aussi, à être là pour leurs petits frères et pour leurs petites sœurs. Et un jour, sans même s'en rendre compte, ils pourront devenir cette présence stable, apaisante, maternelle ou paternelle pour eux-mêmes ou aussi pour les autres. Non pas pour oublier, mais pour continuer à aimer autrement,
pour continuer à vivre et pour développer une résilience. Je dédie cette vidéo à tous ceux qui ont perdu leur maman beaucoup trop tôt.